Aurons-nous la chance d'avoir Boilem parmi nous, qui aura lieu le 29 et 30 août. Mais l'important aujourd'hui, c'est de célébrer Boilem sans salle. Vous avez vu que l'ouvrage collectif est disponible ici si vous voulez vous le procurer, et les auteurs, les plus prestigieuses pourront, s'ils le souhaitent, dédicacer, et s'ils ont le temps, parce qu'on est tous un peu contraints dans la soirée. Mais attaquons tout de suite cet échange. Je donne la parole à Jean-Michel. Merci. Merci beaucoup Eric, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de voir vos visages amis, qui ont souvent été des visages présents pendant toute l'année précédente, pendant toute cette année où on a tant souhaité la liberté de Boilem sans salle. Et j'en profite pour remercier Jean-Marc Laforêt et François Vitrani, qui sont les présidents et directeurs de cette maison d'Amérique latine, qui a toujours été très ouverte pour toutes les cérémonies, conférences de presse, moments de mobilisation que nous avons eus pour Boilem. Il y a quelque chose de très logique dans le fait de se retrouver aujourd'hui, cette fois pour célébrer Boilem présent. Nous aurions donné très très cher pour que ce moment arrive. Je nous revois ici pour une conférence de presse, par exemple, en train de dire à quel point il était nécessaire que cette libération arrive, à quel point elle était emblématique de l'enjeu de la liberté d'expression en Algérie et dans notre monde plus généralement. Et à quel point nous nous sentions, on a le droit de le dire maintenant, parfois un peu impuissants, parfois en difficulté, en se demandant quelle serait l'action suivante, comment on réussirait à faire cela. Celui qui parle le mieux de tout ça maintenant, c'est Boilem, et on va l'entendre dans un instant, parce que ce qui est intéressant, c'est de penser aux frustrations qui étaient les nôtres, aux limites que nous sentions, et ce qu'il en dit lui de l'autre côté aujourd'hui, c'est-à-dire le bruit qu'il a entendu de cela, l'importance que ça a pu avoir, et finalement le happy end, si vous me permettez cet anglicisme, de cette sombre affaire, qui devient une affaire lumineuse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a tellement de sujets de lamentation, d'inquiétude, que d'avoir eu l'affaire sans salle qui se termine par, si vous me permettez l'expression, la victoire des gentils, la victoire du bien. On a le droit d'être un peu manichéen de temps en temps, parce que c'est un peu ça quand même. Eh bien, il ne faut pas bouder notre plaisir, et surtout, il ne faut pas en faire qu'un plaisir, il faut en faire une leçon qui va très au-delà du cas de Boilem sans salle, c'est-à-dire l'enjeu de la liberté dans un monde comme le nôtre. La cause de la liberté n'est jamais perdue, et elle réclame la mobilisation, c'est-à-dire si on ne fait rien, on est sûr que la cause de la liberté est perdue. Et c'est vraiment une conviction que nous avons au laboratoire de la République. C'est premièrement que les idées, ça compte, et que les idées mènent le monde, et que donc si on abandonne le terrain des idées, eh bien, on le laisse à ceux qui ont les idées courtes. On en a malheureusement l'illustration dans l'actualité. Et deuxièmement, il ne faut jamais baisser la garde et d'être toujours mobilisé pour la liberté. Là aussi, si on ne le fait pas, eh bien, ce sont les extrêmes qui mobilisent. C'est eux qui tiennent le haut du pavé et qui, par leur vision violente du monde, eh bien, finissent par s'imposer. Nous savons que la cause de la liberté, en réalité, elle réunit la majorité des gens. Encore faut-il que ça se cristallise dans des idées et dans des mobilisations. Donc, je vais laisser la parole à Kamel Bencha, d'abord, qui a été à l'initiative de ce livre, un livre qui a lui aussi quelque chose d'un peu extraordinaire, puisque nous l'avons écrit quand Boilem était en prison, et il sort quand il est en liberté. C'est ce qu'on peut appeler un livre performatif, et c'est rare, on aimerait tous écrire des livres performatifs, et en tout état de cause, c'est un livre qui était extrêmement intéressant à lire, je crois. Je ne parle pas évidemment de ce que j'ai pu écrire, mais de tout le reste, tout simplement parce que chacun y va droit au but, c'est-à-dire droit au but sur les valeurs, aussi droit au but sur les combats que nous avons à mener. Donc il y a quelque chose de très spécial dans le moment que nous vivons, grâce à toi, Boilem, et tu sais à quel point tu es entouré à la fois de notre affection et de notre admiration, et comment aujourd'hui, autour de ta personne, se cristallise quelque chose d'extraordinairement important sur la cause de la liberté. Il y a donc quelque chose d'important dans le moment que nous vivons ce soir, et aussi dans ce livre qui va être présenté. Donc, merci infiniment à toi pour tout ce que tu es, et merci à ceux comme Kamel qui ont permis l'existence de ce livre. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez là? Non, il n'y a plus de temps. Et là? Oui.
Je vais passer la parole d'abord à Arnaud Benedetti, qui a été le fer de lance de notre comité de soutien pour Boualem Sansal. Et sans lui, je peux dire qu'on n'aurait pas été aussi loin. Merci à toi, Arnaud. Excuser notre présidente Noël Lenoir qui ne peut pas être parmi nous ce soir et qui le regrette infiniment. Et je veux aussi la saluer parce qu'elle a joué un rôle absolument décisif dans une bataille dont vous savez qu'elle a été ô combien difficile, âpre, mais que finalement elle aboutit au résultat que nous voyons et que nous visualisons ce soir dans cette maison d'Amérique latine qui nous a accompagnés pendant un an dans ce combat avec la liberté de Boualem retrouvée. Je voudrais aussi saluer quelques amis ici, alors il y en a plein, hein, vous êtes tous des amis, mais alors plus particulièrement je pense à Stéphane Rosès, qui était aussi membre du bureau, qui a joué un rôle absolument essentiel, Alexandre Jardin également, qui s'est mobilisé dès les premiers instants dans cette bataille, Suzy Niquez et le cercle algérianiste. Je sais qu'il y a quelque part André Bonnet de Perpignan qui est dans la salle également et qui a été lui aussi très actif sur le terrain, enfin tous ceux, René Frégosi, tous ceux et vous tous bien sûr, qui avaient participé à cette bataille. Rapidement, je serai très rapide parce que vous êtes venus écouter Boualem. Remercier évidemment Kamel pour son initiative, remercier Jean-Michel qui lui aussi n'a jamais molli dans cette démarche. Juste peut-être 3 leçons finalement de ce combat. Le premier, c'est que quand on est confronté à une situation aussi difficile, il ne faut jamais lâcher. Ça, c'est le premier point. Il ne faut jamais lâcher. Et ne jamais lâcher, ça veut dire qu'il faut parler en permanence. Parler. Et surtout combattre évidemment ceux qui mettent, je veux dire, en prison l'otage, mais aussi combattre ceux qui vous disent il ne faut rien faire. Donc, en l'occurrence, première leçon, quand on est dans une situation de ce type, il faut bien évidemment toujours crier et mobiliser. Mobiliser, c'est ce que nous avons fait et je crois que ça a aidé. Ça n'a pas été peut-être le levier décisif, mais en tout cas, ça a été un levier important. Deuxièmement, je voudrais remercier tous ceux les politiques, les intellectuels, ceux qui étaient sur le terrain aussi. Il ne faut pas oublier, dans les petites mairies, il y a eu des mobilisations parfois dans un certain nombre de villages. Tous ceux qui, sur le terrain, ont œuvré à ce que l'on n'oublie pas Boualem durant toute cette année. Je crois qu'ils ont été quelque part les soutiers, comme on disait dans un discours de la résistance, peut-être pas de la gloire, mais en tout cas de la réussite de cette démarche. Et troisièmement, c'est qu'il y avait finalement un inspirateur extraordinaire qui nous permettait de rester toujours mobilisés, malgré parfois, il faut le reconnaître, on peut le dire maintenant, un an après, un certain nombre de moments de doute, on a douté parfois, hein, très souvent, c'était surtout Boualem. Boualem, le courage qui est le sien, il faut le saluer, quelqu'un qui n'a jamais baissé la tête. Et finalement, c'est lui qui nous a inspirés, et s'il est libre, c'est parce qu'il s'est libéré aussi, d'une certaine manière, grâce à son courage, grâce à sa détermination et grâce à ses valeurs. Je vous remercie. Merci Arnaud. Moi, je me suis permis d'écrire un texte, comme ça je n'oublierai personne. Alors, je veux d'abord parler de cet ouvrage collectif. Oui, Jean-Marc Benamou qui n'est pas là ce soir. Et Jean-Paul Scarpita aussi qui est là et qui a joué un rôle important aussi. Jean-Paul, tu peux te lever s'il te plaît? On ne le voit pas, il est plus modeste. Voilà, bravo. Alors, je veux parler de ce livre collectif que nous lançons aujourd'hui. Et c'est un ouvrage d'hommage, c'est un livre de dialogue, un livre de compagnonnage intellectuel et humain, où chacun des contributeurs a apporté sa sensibilité, son regard, son expérience pour dire ce que représente à ses yeux cette présence rare. Je voudrais remercier chaleureusement celles et ceux qui ont accepté d'y participer, chacun à sa manière, et qui ont pris le risque de la sincérité. Chacun a écrit non pas depuis une posture, mais depuis une conviction intime. Arnaud Benedetti et Noël Lenoir, qui n'est pas là ce soir, dans le texte éclaire avec force la force mentale de Boualem. Pour eux, il est de ceux que l'enfermement ne retient pas, parce que leur liberté est intérieure
et que leur regard demeure plus vaste que les murs. Laurence Biava, qui est là, qui s'adresse directement à Boilem, qu'elle ne connaissait pas. Plus qu'une adresse, ces lignes sont une promesse, celle de ne jamais laisser seul celui qui parle pour tous. Jean-Michel Blanquer, qui est à côté, donc, dans la contribution touche par ce texte où se dessine le portrait d'un homme qui, par sa parole et son épreuve, rejoint la lignée des justes dont l'histoire se souvient. Lynn Cohen Solane, dans les lignes disent la rencontre mystérieuse qu'il y a entre un lecteur et un écrivain. Michel Drey, qui est là, ces phrases disent la présence d'un homme que la prison ne peut réduire, parce qu'il continue de vivre dans la mémoire et la conscience des autres. Xavier Driancourt, que nous n'avons pas, oui, qui n'est pas là aujourd'hui, pour lui, ces pages dessinent le portrait d'un juste dont la douceur n'a jamais cessé de défier la violence du pouvoir. Alexandre Jardin, son texte célèbre la figure d'un écrivain pour qui écrire n'est pas un métier mais un acte de courage, où la littérature devient une manière de rester debout face au siècle. Stéphane Rosès, c'est une méditation sur la puissance de la littérature, capable de survivre à l'enfermement et de maintenir vivante la dignité humaine. Ce qui ne s'écrit pas, c'est l'amitié. Une amitié pour Boilem faite de conversations sans fin, de silence parfois, de rire souvent, et de cette confiance rare qui ne se décrète pas, mais qui se construit avec le temps. Il y a des amitiés qui tiennent à des affinités, et d'autres qui tiennent à quelque chose de plus profond. Une reconnaissance immédiate d'une même exigence, d'une même manière d'être au monde. Boilem fait partie de ces amis dont la présence vous oblige à être plus juste, à être plus lucide, à être plus libre. Parler de Boilem, l'homme, non pas de l'écrivain, mais que tout le monde connaît, mais de l'homme que j'ai la chance de connaître. L'homme fraternel, celui qui écoute avec une attention rare, celui dont la douceur surprend toujours ceux qui ne connaissent que la force de ses prises de position, celui dont la fidélité en amitié est une valeur cardinale. Chez lui, il y a une générosité simple, sans posture, sans calcul, une capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, avec bienveillance, mais sans jamais renoncer à l'exigence de la vérité. Pour moi, Boilem représente une forme de courage tranquille, celui qui ne cherche ni les projecteurs, ni les applaudissements, mais qui refuse simplement de renoncer à ce qu'il croit juste. Il représente aussi une certaine idée de la fraternité, une fraternité lucide, exigeante, mais profondément humaine. Merci Boilem. Merci. On va passer la parole à Boilem, qui est fatigué, mais il va quand même la prendre. Et après, on vous laissera discuter avec lui. Je vais me mettre debout. Je suis très fatigué, mais je me repose quand je suis debout. Et quand je suis assis, je me fatigue. Ah bon? Je pense comme ça. Ce que je voudrais vous dire, on parle de moi, on parle de ceux qui évidemment connectés et tout ça. Mais je voudrais parler de vous. Comme ça. Je vais parler de vous. Imaginez la scène. Nous sommes le 16 novembre 2024. Je rentre de Paris et j'avais fait une magnifique tournée sur mon dernier livre, Le français parle-nous-en. Et voilà, je suis tout heureux, je rentre. J'avais hâte d'arriver chez moi. Et j'arrive à l'aéroport. Je tends mon passeport, une procédure d'entrée dans le territoire. Le petit policier regarde ça, puis je le vois, il fait ça une tic. Il a vu quelque chose sur son écran. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et il prend son téléphone, il m'a demandé d'aller me mettre là-bas dans un coin et d'attendre. J'ai attendu pendant peut-être une demi-heure, et puis voilà, un capitaine, un vieux capitaine qui arrive devant moi et qui me dit, suivez-moi. Alors il m'amène dans les sous-sols de l'aéroport, où je suis enfermé dans son bureau jusqu'à peut-être minuit, 1h du matin. Et vers 1h, 2h du matin, je ne me souviens plus, 3 gars, ou même 4, rentrent dans ce bureau, ce débarras dans lequel j'étais installé. Et
là, il y en a un qui s'approche sur moi, et le truc le plus terrible, vous n'imaginez pas, enfin si, peut-être que ça pour certains c'est peut-être arrivé, ou peut-être que ça vous arrivera un jour, je ne le souhaite pas, c'est lorsque vous arrivez puis quelqu'un vous demande de tendre les mains pour vous passer là, c'est un moment terrible. Enfin, jamais j'aurais cru dans ma vie de me retrouver d'un autre comme ça. Bon, est-ce qu'il me demande de le suivre? On sort dans une sorte de terrain vague, une voiture attend. Et il est minuit par là, minuit, 1h du matin. Il m'amène dans un, je ne sais pas où, il me passe à Kaboul, et il m'amène, je ne sais pas, là où tu roules. À un moment donné, ça arrête, je suis venu dans un bâtiment, je ne sais pas, une cour. On me met dans une cellule, et puis voilà. Et puis le lendemain, a commencé un interrogatoire très surréaliste, c'est-à-dire je me posais des questions et il n'attendait pas mes réponses. Il n'avait pas besoin de mes réponses. Bon, ok. Ça a duré pendant 6 jours. J'étais dans une cellule noire, j'étais dans un état second, c'est-à-dire que j'avais oublié que le monde existait. C'est fou comme l'individu disparaît vite quand l'environnement n'est plus compatible avec la vie. On disparaît. J'avais oublié le monde, j'avais oublié que j'existais dehors, que j'avais une femme, que c'est le noir. Le matin du 6e jour, on me dit lève-toi, arrange-toi. J'avais à l'époque ma culturelle qui était comme ça, parce que dans mon métier, dans un état, j'étais un épouvantail. J'ai dû peut-être épouvanter les Lordiens. Mais enfin, donc on m'amène au tribunal, ça s'appelle la présentation. Donc on attend quelqu'un dans la rue, je ne suis pas un voyou, on l'amène chez le procureur, c'est la présentation. Voilà, vous êtes accusé de... il me cite tout un truc. Bon. Et puis on m'amène ensuite chez le juge d'instruction, et la même chose, vous êtes accusé de vous... Non, je ne comprends rien du tout, je me signe, et donc je ne cite pas. Et très bien, mandat de dépôt, et donc j'ai oublié de vous dire, enfin, je voulais laisser ça à la fin, c'est que quand je suis arrivé au tribunal, vous savez, tout ce tribunal, c'est plein de monde, des gens, enfin bref, des avocats qui courent dans tous les sens, des prévenus, des machins, des femmes qui pleurent, des gosses qui hurlent, etc. C'est vraiment terrible. C'est une machine de guerre, la justice, c'est terrible. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez tout ce monde qui me regardait. C'est comme ça. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont regardé tous comme ça? Moi j'étais encadré de 4 policiers, de chaque côté, un devant, derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on m'amène chez le procureur, le juge d'instruction, mandat de dépôt, on me met dans un fourgon et on m'amène à la prison. J'arrive à la prison. C'est là que je vais parler de fourgon. C'est que quand je suis arrivé dans la prison, il y a un mot qui a circulé. C'est le titre de mon prochain roman. La légende. La légende est arrivée. Parce que moi, pendant ces 6 jours, j'étais au nord du monde, mais pour les gens, le monde, ils le voyaient. Ils savaient que j'étais arrêté, que vous êtes mobilisés, que des gens comme Arnaud ou d'autres commençaient à se tempêter dans les télévisions, les radios, partout. Et donc ils savaient tout de moi. Moi, je ne savais rien de ce qui se passait. Ils savaient tout de moi. Ils m'ont appelé la légende. La légende. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas où les gens. Je m'appelle mes voisins qui voulaient peut-être un peu se mettre avec moi comme ça, la légende. Notre prisonnier qui répond: arrête, c'est toi, tu es la ligne jaune, toi. Et c'est parce que c'est des gens comme Arnaud, Noël, Jean-Michel, et beaucoup d'autres. Vous avez saturé l'espace aérien de Jarry. On ne parle que de vous, tous les jours. Est-ce que vous faites, etc. La télévision, et vous êtes, finalement, moi j'ai cru que la légende c'était mort. Non, la légende c'était fou. Parce que, en Algérie, c'est des pauvres gens. Moi j'étais en prison, il y avait des paysans, des trucs, beaucoup d'islamistes. Moi j'étais en quartier de haute sécurité, où il y a que des terroristes et des gens comme ça, des gens extrêmement pollués. Mais
quelque chose s'est développé dans leur esprit. Les gens vivent dans une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas d'espoir. Ça ne pas la peine de rêver, il n'y a pas d'espoir. Il faut barrer ce mot de. Plus vite vous le barrez dans votre cerveau, mieux vous verrez tranquille. Parce que c'est s'illusionner avec ces mots-là, de l'espoir, etc. L'espoir est revenu dans leur cœur. Parce qu'ils se disaient, ces gens-là se battent contre le régime, ce sont nos amis. Ils vont libérer Sansal, et Sansal va nous libérer. Le régime va tomber. J'espère que ça va se produire. Je suis sûr que ça ne va pas tarder. Le régime va tomber et ils vont sortir de prison. Grâce à vous, la légende. La parole. Kamel. Oui. C'est celui-là, tiens, Eric. Peut-être, Rachel, si tu peux nous rejoindre, on va faire circuler la parole. Et puis commencer les questions-réponses. Donc, si les premières questions veulent bien lever la main. Une question simple, Boilem. Comment vas-tu aujourd'hui? Le micro, voilà. C'est suivi. Il commence à le dire, ça peut les avancer. Vous m'entendez là? Oui. Allô, allô? Ouais. Vous m'entendez? Oui, je suis sorti de prison avec évidemment plein de fatigue, d'escarres, de blessures, et puis évidemment très malade avec un cancer et puis des tas de trucs. Je dois dire que j'étais à la fois bien soigné et mal soigné. Donc au début, j'avais besoin de. Le régime me déteste tellement qu'il m'a fait subir les premiers temps quelque chose de vraiment très dur. Hein. Mais ensuite, voyant la mobilisation, ils ont commencé à avoir peur. S'il meurt, ça va être une catastrophe. Et donc là, on a commencé à le soigner dans la précipitation. Vite, il faut le. Voilà, donc on m'a sorti de la prison et on m'a envoyé dans l'hôpital d'Alger, un immense hôpital, dans son unité pénale. Ça fait une prison au milieu de l'hôpital. Ils ont passé vos regards comme une cage. Enfin, je plaisante, mais c'est ça. L'unité pénale, c'est une prison à l'intérieur de l'hôpital. C'est des gens qu'on ne peut pas soigner dans les prisons, il n'y a que des petites infirmeries. Ils ne peuvent pas soigner des cancers et des trucs. Donc je suis sorti, je ne sais pas dans quel état, mais j'ai été exfiltré sur l'Allemagne, donc là, l'hôpital militaire de Berlin, vraiment un truc, la méthode allemande. Je suis arrivé à minuit, ils ont commencé à me soigner à minuit, ils n'ont pas attendu le lendemain matin. À minuit, je suis fatigué, j'arrive. Non, pas. Enfin, bref, ils m'ont fait beaucoup de tests, beaucoup de trucs pendant 5-6 jours. Et puis je suis arrivé à Paris, à l'hôtel Bégin, militaire, où là aussi, il y a beaucoup d'examens, tout ça. Voilà, maintenant je remonte un petit peu la pente. Mais les prisonniers, les anciens prisonniers, parce qu'il faut apprendre à être prisonnier, hein, sinon c'est absolument invivable. C'est pas possible, on ne peut pas vivre en prison si vous ne vous mettez pas tout de suite dans l'esprit du prisonnier. Voilà. Et bon, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Autre question. Oui. Ouais. Garde-le. Il y avait une question là-bas aussi. Voilà. Quand on vous écoute, on a l'impression de relire le zéro et l'infini. Parce que c'est tout à fait ça.
vous étiez le zéro, ils étaient l'infini. Là, vous êtes l'infini, eux, ils sont le zéro. Je voudrais quand même dire, est-ce qu'on peut parler de Christophe Blaise maintenant? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Quelle était ta position là-dessus? Oui. Oui, il faut penser à Christophe. J'espère, moi je suis presque persuadé qu'il va sortir ces jours-ci. J'additionne des trois petits faits, Ségolène Royal est parti, elle a pu obtenir qu'il soit déménagé dans une prison de là-bas en Kabylie, qui est une prison très bizarre, vers la prison où j'étais. C'est une prison moderne. Mais peut-être que le mouvement algérien qui s'est assez ironique, peut-être que Christophe Blaise est peut-être dans ma cellule. Dans un quartier de haute sécurité dans ma cellule. Voilà, voilà. Mais et alors, premier truc, c'était ça, Ségolène Royal. Ensuite, il y a le ministre de l'Intérieur qui est parti, qui a rencontré son homologue, et c'est normal, mais il a aussi été reçu par le président. Si le président reçoit le ministre de l'Intérieur, qui est censé venir pour discuter de considérations techniques de la sécurité, qui soit reçu par le président, il y a une dimension un peu plus que la sécurité. C'est quoi? C'est les relations entre l'Algérie et la France. Et elle passe par la libération de tous les prisonniers politiques. Je ne suis pas le seul. Il y a Christophe Blaise, mais il y en a beaucoup d'autres dont on ne parle pas. Le consul général à Alger m'a fait parvenir l'information que nous étions dans la seule prison où j'étais 11. Alors, c'est une période extrêmement dangereuse. Le gouvernement algérien est décidé et il a les moyens et il sait le faire. Il est en train de faire la guerre à la France. C'est clair, il faut vous dire, appeler un chat par son nom. Il a développé toute une stratégie économique et commerciale, bloqué tous les contrats. Donc on a mis, le gouvernement algérien a mis des centaines, peut-être des milliers de petites entreprises en faillite, aussi bien en Algérie qu'en France, des entreprises qui ne travaillaient que pour l'exportation vers l'Algérie. Donc il y a un coût économique très dur. Et puis il y a le truc, le symbolique, où le gouvernement algérien a développé toute une machin. La France, crimes contre l'humanité, génocide, torture, bref, des dizaines de documentaires, de films et de machins qui ont affaibli la France moralement. Maintenant, le régime a réussi à donner une image de la France qui est absolument épouvantable. Il y a un peu de réel là-dedans. Mais c'est des cas particuliers. Voilà, on généralise et on devance la chose. Et la troisième raison, c'est de prendre des otages. Voilà. Là, le gouvernement algérien pratique maintenant la politique de l'otage. On prend des gens, moi, etc. Alors évidemment, il fallait des gens un peu emblématiques, parce que vous prenez un jeune comme ça qui n'est pas connu, bon, ben, il est otage, mais il est otage de rien du tout. Donc il fallait aussi des trucs emblématiques, comme Christophe, journaliste, comme moi, etc. Et d'autres. Hein. Il y a un avocat d'affaires qui était mon compagnon de cellule un certain temps. Voilà. Et le danger, c'est qu'aujourd'hui, dans cette volonté d'apaiser la situation et d'arriver à reconstruire, je ne sais pas, un partenariat comme l'expression, la réconciliation, tout ça, sur quelle base? Si on reconstruit la relation entre la génération sur ces bases-là, on est mal paré. Et la France doit reprendre sa parole. Et parler aussi dignement que le gouvernement algérien parle de ses affaires. Il parle avec toujours beaucoup d'emphase, ces trucs, etc. Et là, oui, Michel Debouc, on va aller voir Michel Debouc, il faut sortir de ça. Et je ne sais pas comment dire. Il faut réarmer la France et notamment son élite. C'est pour ça ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Parce que pendant que les institutions faisaient des profils bas, cherchaient des stratégies comme ça, lénifiantes, longtemps, les petits sourires, les petits trucs, tout ça, les gens se battaient. La France se bat. On existe quand on se bat. Quand on ne se bat pas, on est un malade, on est alité, on va mourir.
Et voilà, ils se sont battus au détriment de leur santé, de leur temps, de leurs affaires, parce que ce n'est pas des chômeurs. Ils se sont battus. Ils ont leur travail, ils ont leur entreprise, et ils se sont mis en danger par rapport à beaucoup de. Moi, je trouve ça formidable, mais il faudrait que amplifier ce phénomène et faire en sorte que ça ne recommence plus jamais. Voilà. Bonsoir monsieur, voilà, c'est ça, bonsoir monsieur Dame. Oui, voilà, moi je fais partie des militants indépendantistes kabyles et certaines informations avaient distillé de la prison où vous étiez, monsieur Essensal, et on avait obtenu un certain nombre de nouvelles de vous. Donc je voulais d'une part savoir un peu quel contact vous aviez avec les militants du MAC dans les prisons. Et voilà, par ailleurs, je voulais aussi vous informer que le MAC a organisé beaucoup de choses également pour réunir les Kabyles pour votre libération, en l'occurrence à Paris, à travers la Ligue Kabyle des droits de l'homme, et il y a eu pas mal de manifestations. Voilà, merci. Alors, moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en prison, c'est que effectivement, les Kabyles sont très largement majoritaires. Il y a les islamistes, les terroristes et tout ça. Ils sont nombreux, mais pas autant que les Kabyles. Et tous les Kabyles qui sont en prison ne sont pour rien. Ils n'ont rien fait. Ils ont laqué leur texte, ils ont porté leur drapeau berbère. Là, vraiment, la prison de Koya est pleine de Kabyles. On sent bien ce qui est ciblé. C'est les Kabyles. À travers ça, à travers les Kabyles, ils ciblent évidemment les mouvements autonomistes qui sont en train de casser et qui ne travaillent plus maintenant. La Kabylie, c'est haute tension, personne ne peut bouger. Donc, ils essaient à l'extérieur, mais apparemment, le gouvernement algérien a fait pression sur les autorités françaises, peut-être, j'ai pas tous les éléments, mais on sent bien que le mouvement, le MAC, il ne travaille plus, il ne bouge plus beaucoup maintenant. Ils ont peur, je crois, d'être extradés ou d'être. Voilà. En tous les cas, on leur a demandé peut-être de faire profil bas, de se faire. C'est devenu un argument. Moi, depuis que je suis arrivé à Berlin, on n'arrête pas de me répéter il ne faut pas parler, attention, il ne faut pas vexer les Algériens, ils vont se manger sur Christophe, ils vont se pour cela. Mais c'est ce qu'on fait pour les Kabyles aussi, attention au truc. Mais c'est tout le pays, toute la France qui est emportée dans ce mouvement de recul, presque, je dirais, de soumission, ça va un peu trop fort, mais enfin, quelque chose, il faut réagir. Bravo. La question que je voudrais qu'on se pose, parce que c'est magnifique qu'on soit rassemblés là, avec Boualem Sansal et ceux qui ont œuvré à sa libération, c'est comment être utile, comment être le plus utile possible aujourd'hui pour ces démocrates qui sont emprisonnés en Algérie. Alors non seulement notre compatriote Christophe Blaise, mais tous ces militants kabyles, et certainement non kabyles également, et je pense particulièrement à Alas Ditleli, parce qu'Alas Ditleli, c'est un militant kabyle, laïque, démocrate, et c'est quelque part le gardien de la mémoire de Katia Bengana. Katia Bengana, cette jeune lycéenne de 17 ans qui avait été assassinée en 1994 pour refus du port du voile. Donc il a sorti ce livre, cet ouvrage collectif, auquel j'avais contribué, et nous sommes sans nouvelles de lui. Que faire? Comment être le plus utile possible sans commettre d'impair, mais en faisant ce que Arnaud Bénédicté disait tout à l'heure, parler, ne rien lâcher.
Oui, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, la société française a déjà ce comité. Il y en a peut-être d'autres moins visibles. Celui-là vraiment atteint une dimension, pas seulement nationale, hein, il a atteint une dimension internationale. On parle du comité en Belgique, en Allemagne, etc. Donc je pense que les gens sont en train de regarder cette expérience avec beaucoup d'intérêt. Voilà, la société civile s'organise. Pas seulement pour faire des colloques, blablabla, c'est très bien de parler des droits de l'homme, mais se base pour. Voilà. Et j'ai appris la nouvelle il y a quelques jours que le comité se propose de poursuivre son action. Au-delà de. Ils sont mobilisés pour moi, pour ma libération, maintenant je suis libre. Mais ils ont rassemblé un potentiel, une force colossale, on ne peut pas perdre cela. Il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont rentrées dans, je ne sais pas, la lutte dans leur esprit. Il faut se battre, ils se battent. On ne peut pas perdre ça. Ce serait un recul terrible. Donc ils sont en train de projeter, de s'organiser. Et moi je suis tout à fait disposé à mettre aussi de mon temps, de mon énergie. J'ai appris aussi il y a 2-3 jours que maintenant le comité est en train de viser aussi à libérer des gens qui sont en Chine. Donc, vous voyez, le mouvement prend une ampleur colossale, et c'est important. Mais maintenant, il faut pouvoir faire en sorte que ça influe ce qui est, je sais pas, la presse, le gouvernement, etc. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ce silence? Il y a des questions là. Moi, je voudrais rebondir sur la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, il faut accepter d'être prisonnier. Qu'est-ce que ça signifie d'accepter d'être prisonnier? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir ou est-ce que c'est autre chose? Non, mais parce que la prison est un biotope particulier. Si vous arrivez avec vos idées, notre façon de voir les choses, tout ça, comment nommer les choses et comment vivre et travailler avec les autres. Moi, j'avais en face de moi des gens qui ont fait Daesh, qui ont fait la Tchétchénie. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est celui qui a assassiné Tahar Djalout, parce que durant la guerre civile, les islamistes avaient fondé une sorte de petit groupe comme ça, une quinzaine de kamikazes, chargés d'assassiner les intellectuels. Ils ont tué, je ne sais pas combien, des journalistes, plus d'une centaine, des psychiatres, des avocats qui spécialisent dans la lutte pour les droits de l'homme, etc. Et ils ont découvert, finalement ils se sont montrés beaucoup plus intelligents que nous le sommes. Ils ont compris dans les années 90 que l'ennemi principal, leur ennemi principal, c'est pas l'armée algérienne, c'est pas le gouvernement. Parce qu'avec ces gens-là, on peut toujours dealer, faire des deals. On partage de régie, mais avec les intellectuels, non. Ils ont compris cela. Et ils ont commencé, ils ont créé un groupe pour ça. Et ils ont commencé, les uns après les autres, ils ont utilisé des dizaines, des centaines, des journalistes, des psychiatres, tous ceux qui se battaient de manière intellectuelle. C'est pas, on ne prend pas les armes. C'est avec les idées qu'on gagne, c'est pas avec les armes. Et ça, ils l'ont compris. Maintenant, ils sont tous morts. Ils ont tué ceux qui ont échappé à la folie des islamistes. Et ben, peut-être qu'ils ont été. On les a pétés par les méthodes qu'on a utilisées pour moi. Voilà, on te ramasse, on te met en prison. Et si ce n'était votre machin, je serais encore là-bas pour 5 ans, probablement à vie, quoi. Je ne serais jamais sorti. C'était une première étape. 5 ans, c'est pour amorcer la pompe. Hein. Voilà. Des questions pour, il y a 3 ou 4 questions, vous avez des questions partout. Quand Boileau a une idée, il ne la lâche pas. Il me prie de présenter, de dire que notre ami François Goyette est présent. Ah oui. Mais j'ai une raison. François est un homme absolument exceptionnel. Et personne ne connaît mieux, je pense, le monde arabe en France que lui. Et puis il est passé en Algérie, ça a été un vrai bonheur. Hein. C'était un premier, il a réussi à créer des animations, et rassembler les intellectuels en Algérie n'ont pas où se rassembler. Vous avez cette
cette possibilité de vous réunir n'importe où, même dans un café. Vous pouvez vous réunir dans un café. Nous, nulle part. Voilà, nulle part. Et bien, il s'est trouvé comme ça qui réunissaient des intellectuels, des artistes, dans le bureau, dans la belle résidence de l'ambassade. On se retrouvait, c'était formidable de pouvoir échanger, parler. C'est au-delà du fait que c'est important, tout ça, c'est un bonheur physique. Un bonheur physique. C'est l'art de la conversation à la française. Non, j'étais plus, n'est-ce pas, François? Il y a des questions, je réponds à des questions. Jean-Régis Mansal, Édouard Hulot. Je vous suis depuis quelques années, notamment, je recommande à tout le monde d'écouter sur France Culture le podcast La Voix Nue, qui date de 2016, où vous racontez tout votre parcours et où on sent vraiment la liberté qui vous anime. Et c'était à ce titre que vous étiez pour moi quelqu'un de très important comme l'est, je ne cherche pas à polémiquer, Gérard Depardieu, qui choisit sa vie comme vous avez décidé de choisir votre vie. Et il n'y a rien de glorifiant d'être allé en prison, mais parfois quand on a des chocs de la vie, on ressort avec une force, on est encore plus libre. Quand on a eu un coup du sort, on peut après, on est à terre, mais on est encore plus fort. Et vous, bon, vous étiez déjà à un haut niveau de liberté, voilà, mais en fait, moi je suis très défaitiste. Je me dis, on a réussi à vous avoir, les Français ont réussi à vous récupérer, on peut en récupérer un par un, mais sinon je ne crois pas vraiment au changement dans ces pays-là, pour vous dire, comme on a pu le voir par le passé, et comme on le voit actuellement en Iran, j'y crois pas, et même l'Occident a intérêt à ce que ça reste comme ça plutôt que ça parte en zizanie. Et en gros, je suis très très défaitiste. Et je voudrais savoir si vous avez vraiment de l'espoir pour cette liberté. À la rigueur, on peut rattraper un par un des gens, mais. Oui, on se pose tous cette question. Moi, je réponds toujours, évidemment, on la pose tout le temps, parce que on parle de ce qui ne va pas dans le monde, donc forcément, on ne peut pas avoir un regard optimiste sur ces choses-là. C'est tellement désespérant que. Mais moi, je dis toujours que je suis un pessimiste optimiste. Alors, je fais comme ça que voilà, c'est terrible et il n'y a rien à faire. Il faut tellement d'efforts pour juste déplacer ça d'un millimètre. C'est toute une vie. Mais il faut absolument qu'on s'inscrive dans des. Qu'on sorte des combats individuels. Il faut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire on fait ce qu'on peut, non? Et à charge pour ceux qui viendront de continuer. C'est vrai qu'on a tous envie de tout régler d'un coup. Alors moi, si j'avais une baguette magique, je rentre à Alger, toc toc toc, tout le monde est en prison, enfin, tout le régime est en prison, et je déclare que le bonheur est obligatoire. Voilà. Malheureusement, c'est pas ça. Mais, à un moment donné, j'étais en prison, je me suis dit qu'il faut. C'est pas possible de rester comme ça dans une prison. On est assis tout le temps, c'est terrible. Et on n'a pas volé, vous êtes dans des espaces. Mais j'ai quand même entrepris une démarche qui est peut-être. Maintenant, je la regarde comme étant vraiment folle. J'écrivais presque tous les jours au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Justice. Je me suis dit, je vais mettre dans la position, le procureur, c'est moi. Voilà, on est dans un mur, tu es d'un côté, je suis de l'autre. Mais enfin, c'est relatif. Je peux aussi dire que je suis là-bas, tu es là. Alexandre, tu es d'accord? Voilà. Et donc, et donc j'ai commencé à écrire. Et donc, je démontrais à Tebboune, cette connerie, que la violence, c'est un truc qui tourne. Vous déclenchez c'est comme vous poussez un balançoire trop fort, attention, elle va dire par derrière, elle vous brise la nuque. Donc il faut faire attention. Donc je lui ai expliqué que c'est pas des méthodes. Je lui ai même proposé à un moment donné comment on appelle ça, ma médiation. Libérez-moi, je vais à Paris, je vais voir Macron, donnez-moi votre message pour Macron, je vais le voir, et je vais revenir, je reviens. Dans une semaine, je reviens, et je vous dirai. Voilà, par exemple, c'était ma seule façon de me battre. Alors j'écrivais au ministre des Affaires étrangères,
Et puis la dernière lettre, je savais que j'allais sortir. ça me fait rire. J'ai écrit, donc j'avais dit, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous ai écrit plusieurs missives, donc j'ai employé un vocabulaire un peu comme ça. Plusieurs missives. Je vous suggère de les garder précieusement parce qu'elles vont avoir bientôt une valeur historique. Quand vous allez être renversé, si vous avez la chance de pouvoir fuir, prenez mes lettres, vous les vendrez sur le marché à un prix formidable qui vous permettra. Si vous ne les vendez pas, je me propose de les racheter. Ça me paiera ma retraite et mes soins. Ouais. C'est une façon de. Et maintenant, je me pose la question de qu'est-ce qu'il faut de les lettres? Est-ce qu'ils les ont brûlés? J'ai dû leur mettre quelque chose dans la tête quand même. Hein. Il y a plein de questions. Oui. Ça va venir. Bohème, c'est Karen. Je crois qu'aucun d'entre nous ici ne dira à quel point on est heureux, ému de te voir et de t'entendre. Ouais. Je voulais te demander, en t'écoutant, quelle est la part de toi qui n'ont jamais réussi à emprisonner et à enfermer, tant chez l'homme que tu es que chez l'écrivain que tu es, et est-ce qu'un jour tu auras envie d'écrire là-dessus? Mais l'oreille, il me voit comme un diable, hein, il ne me voit pas avec tes yeux, moi je suis avec les reines. Non, il me voit avec leurs yeux, je suis un diable, j'ai une queue, des cornes. Et voilà, il n'y a que le fait que c'est comme un l'Algérie, c'est comme un État dans le monde, et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'abattre les gens comme ça. Mais ils l'auraient fait, hein. Ils l'auraient fait, franchement. Si vous fermez 5 minutes, ils le feront. Non, ils le feront. Ouais. Cher maître, je ne sais pas si on peut vous appeler maître avant que vous soyez. Pas encore. Ah, alors j'ai anticipé. Non, si, par rapport à l'Académie royale de Belgique, oui. Il y a un grand intérêt à la Belgique. On n'a pas le droit, il faut attendre. Donc, cher maître, à l'instant, on a un peu évoqué, il y a quelques instants, l'extension du domaine de la lutte. En ce moment, un pays qui est occupé par une idéologie depuis 1400 ans est en train de la balayer. La question est peut-être cette idéologie. Et je m'interroge beaucoup sur l'absence de réflexion sur le mahométisme. Le mahométisme à l'islam. Et le fait que nous ayons été anesthésiés, d'ailleurs, vous savez, par la fameuse formule, chaque fois qu'il y avait un massacre de Français et d'autres sur à Nice, chaque fois ce n'était pas cela l'islam. Il n'y a plus de réflexion sur ce qui est ou ce qui n'est pas l'islam. La grande voix de Mohamed Harkoun s'est éteinte. Je regarde son fantôme très souvent et je l'écoute. Ma question est simple. Que pensez-vous par rapport à cette réflexion sur ce qui est quand même la cause de bien des problèmes et qu'il est depuis fort longtemps, y compris en Algérie, dès avant la conquête. Merci. Vous parlez de l'islamisme, c'est bien ce que de l'islam lui-même. Ah, oui. Réfléchir sur ce qu'est. Parce qu'on a dit à longueur de temps, chaque fois qu'il y avait, ce n'est pas cela. Il n'y a pas de réflexion moderne. Mohamed Harkoun en conduisait une. Voilà, à vous. Comment pensez-vous de ce sujet? Merci. Alors, on va passer toute la soirée là-dessus, parce que c'est le sujet qui contient tous les sujets. Évidemment. C'est bon, moi j'ai vécu vraiment toutes les étapes de.
l'évolution de la vie. Quoi. Comment l'être humain, comment il comprend la vie, comment il s'insère dans la vie. Alors, il faudrait que je fasse. J'essaie de trouver un chemin pour faire très court, pour pas que ce soit trop long, et puis pour endormir tout le monde. Ce qui est apparent, c'est l'islamisme. Voilà. Il arrive avec un plan, quelque chose de très raisonné. L'islamisme n'est pas ce qu'on a cru longtemps en France, quelque chose de spontané, une réaction à quelque chose. L'islamisme est né en même temps que l'islam. En même temps. Le prophète était vivant et ses compagnons ont commencé à le voir vivre, à administrer ce petit pays qui venait de former. Et bien, ils sont allés lui dire, mais prophète, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Et pourquoi tu as 4 femmes, toi, et pourquoi ceci les gens de l'époque qui ne s'appelaient pas encore musulmans, cette religion ne s'appelait pas encore islam, le Coran n'était pas encore écrit. On est à la phase tout à fait première, quand Jésus et ses apôtres se promènent dans Israël pour prêcher. Ils ne savaient pas qu'ils étaient chrétiens, ni le mot christianisme qui a été inventé 2 siècles plus tard, et ainsi de suite, comme la Bible a été écrite après le concile de Nicée et tout ça. Nous, on a été piégés, parce qu'on nous a mis quelque chose en face, l'islamisme, qui est une idéologie qui est construite, qui a des plans, des stratégies, quelquefois pacifiques. L'islamisme n'est pas forcément, par certains côtés, il n'est pas dans l'attitude de l'ennemi. Je veux vous islamiser, je veux vous convertir pour faire de vous un frère. C'est ça, les salafistes et leurs propos au départ, c'est ça. Et on a besoin de vous convertir, pas de vous tuer. Oui. Et ça, alors, avec ces dérives, ça a été si tu ne veux pas être musulman, je te tue. Voilà, je veux faire de toi un musulman, si tu en fais, je te tue. C'est ça l'islamisme, avec ses dérives, avec ses trucs. Mais c'est vrai qu'avant, il y a une religion, et c'est une religion prophétique, apocalyptique. Et du coup, par rapport aux paradigmes occidentaux, c'est une confrontation violente. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas être là et là. Quoique, en physique, il y a des physiciens là-dedans, ils savent qu'en physique quantique, on peut tout dire, qu'une chose est là et là en même temps. Qu'une chose est matière et onde, corpuscule et ondulatoire. La société aussi peut avoir aussi ce genre de vision quantique du monde. C'est le cas aussi donc l'islam, on a perdu l'histoire de son évolution. On l'a perdu parce que s'est mis en place l'histoire des pays musulmans, pas l'islam. On raconte l'histoire des pays musulmans. C'est-à-dire le calife, le roi, le truc, mais on n'a jamais parlé de l'histoire de l'islam, de ses idées. Et donc, finalement, le train islam qui aurait pu rejoindre le train chrétien et le train juif, c'est la même religion. Les 3 religions ont les mêmes principes. Donc ils auraient pu cheminer sur les mêmes rails. Eh bien non, c'est parti comme ça. Et comment ramener ça aujourd'hui, ça me paraît absolument impossible. Moi je vous dis, j'ai étudié ça depuis 30 ans, c'est absolument impossible. Parce que c'est des strates, on a loupé toute l'histoire de l'islam. On n'a rien écrit là-dessus. Rien. C'est des idéologues, des imams qui ont écrit sur la prière, sur le dogme, mais pas l'histoire de... Et alors, la difficulté, je veux vous dire, c'est que
dans les pays musulmans, la question de l'islam, de l'islamisme est simple. L'Algérie, c'est l'islam pratique, l'islam sunnite malikite. Donc, on a affaire aux mêmes citoyens musulmans. En Europe, vous avez tous les islams. L'islam sunnite, malikite, hanbalite, hanifite, wahhabite, chiite, etc., etc. Et avec des populations diverses, venant d'horizons divers. C'est ingérable. À l'époque, j'avais fait toute une série de conférences en Allemagne, au niveau de la chancellerie et des affaires étrangères. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui est publié en allemand d'abord. Ensuite, il a été traduit en français. C'est Gouverner au nom d'Allah. C'est précisément cela. C'est gouverner au nom d'Allah. C'est pas au nom de la démocratie, au nom de ceci. C'est gouverner au nom d'Allah. Voilà. Et en France, on n'a pas pris la mesure du problème, de la gravité de la chose. Aujourd'hui, c'est absolument criminel parce que ce qui est en train de se développer, ce n'est pas l'islam, c'est encore une déformation. Voilà. C'est absolument ingérable. Il faut vraiment un gouvernement très éclairé pour commencer à travailler. Alors, Harkoun, il n'était pas vraiment dans cette démarche. Harkoun voulait faire ce qui a été fait en l'an 1100, je crois, s'il y a des spécialistes qui vont corriger, 1100 1200, c'est ce qu'on a appelé ce mouvement qu'on a appelé la Moutazila. La Moutazila, c'est un courant réformiste, réformateur, qui est venu avec l'idée. Alors, l'islam, c'est la foi, point. Et la Moutazila, c'est dire, oui, la foi, ok, bien sûr, on est musulman, mais si on y mettait un peu de loi, un peu de raison, ce serait. Parce qu'ils avaient lu les Grecs, on est en 1100, 1200, ils venaient de rencontrer la Grèce, de traduire leur livre, et ils se sont dit, mais ce serait formidable, ça viendrait renforcer l'islam, on va le renforcer, en y mettant des nouvelles. Dieu a mis ce qu'il a voulu là-dedans, et les premiers musulmans ont mis ce qu'ils ont voulu. Nous allons y ajouter quelque chose, la raison, l'expérimentation, le débat contradictoire, pas seulement le débat où chacun raconte la même chose, le débat contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut s'accrocher à fond. Et ce mouvement est né, et le calife de l'époque a fait de la Moutazila l'islam officiel. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Tout de suite, les islamistes de tout temps, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Finalement, ils ont assassiné le calife et ils ont assassiné tous les gens qui étaient rentrés dans cet islam truc. Et comme Harkoun et compagnie, et Abdelwahab Bedad et l'autre, je ne suis pas tellement d'accord avec eux, mais j'écoute ça. Ils parlent d'islam des Lumières. C'est de la folie. C'est de la folie. Les Lumières, c'est dans la laïcité. C'est quoi? La lumière, c'est précisément s'émanciper de la magie religieuse. On ne cherche pas des explications dans le ciel. On les cherche en nous. Et comme on dit l'islam des Lumières. Abdelwahab Bedad, mais moi, il me faisait rire tout le temps. L'islam à la télévision, les Français adorent sur l'islam des Lumières parce qu'il y a eu la France, l'Europe des Lumières. Mais l'Europe des Lumières, c'est fait contre la religion, pas pour récupérer la religion. Donc c'est une erreur stratégique. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas les connaissances de Harkoun pour le porter à la Constitution. C'est impossible. Quand on a atteint ce niveau-là, on ne peut plus, les gens disent juste bonjour, c'est impossible. On ne peut pas discuter avec ces géants de la. Mais c'était un copain, mais je le disais. Les Lumières, non. Nous sommes passés par l'ère magique il y a 100 000 ans. On explique le monde par la magie. On ne comprend pas. On explique, ça fonctionnait. Et ensuite, on a trouvé des explications plus formidables. La religion, c'est que l'homme il n'est pas agissant. Il est agi par les forces toujours magiques. Il est agi. Et puis,
Et puis à un moment donné, à partir d'un peu de montagne, un peu machin, on a commencé à dire non, c'est l'homme a un cerveau, il peut penser, faisons l'expérience. Est-ce qu'on peut passer par... Et ils se sont rendus compte que ça a produit beaucoup de choses. On a inventé des mots qui n'ont jamais existé avant. Le mot droit, le mot territoire, le mot... etc. Et on a construit avec ça. Alors, vouloir revenir à l'histoire des Lumières, c'est trop prolonger la catastrophe. On va prendre une toute dernière question, s'il vous plaît, et une question, s'il vous plaît. Et après, je demanderai, courte, oui, et je demanderai à Hakim Bédard de venir nous rejoindre. Oui, c'est ça. Après. Oui, bonsoir, merci d'être là, mon cher Ernos. Ma question est plutôt d'ordre diplomatique. Quand vous êtes rentré en France, vous avez fait une petite escale en Allemagne. Est-ce que c'était le résultat d'une négociation âpre et donc efficace de la part des Allemands, ou est-ce que c'était une façon pour les Algériens d'humilier de nouveau la France et de ne pas répondre aux attentes et aux demandes nombreuses qui émanaient de notre pays? Moi, je crois que c'est les petits secrets d'État. Hein. Moi, je ne suis pas dans le... moi, je sais que très tôt, moi j'habitais à Réton-Lorient, je pense dès janvier, j'avais dit à ma femme qui me visitait tous les 15 jours, à passer me voir pour une demi-heure au parloir, au téléphone, une vitre. Et puis écoutez, donc je lui expliquais qu'il faut absolument demander à Jean-Paul Scripton, qui est là, donc il était le relais entre lui et le comité, mais aussi avec l'Élysée, avec... je lui dis, il faut absolument mettre l'Allemagne dans la boucle. Parce que, d'abord parce que je connais le président Steinmeier, et j'ai eu, il y a quelques années, j'ai eu ce que les Allemands appellent le Friedenspreis, c'est leur prix Nobel de la paix. Je l'ai eu en 2011 ou 2012. Et c'est en Allemagne, ce prix, ici en France, les prix ne vous donnent aucun statut. On vous donne peut-être un chèque et puis c'est tout. Mais en Allemagne, non, c'est des prix symboliques et ils ont une consistance réelle. On fait de vous quasiment un Allemand, un citoyen d'honneur. Voilà, donc ce qui fait que je connais tout le monde. J'ai beaucoup travaillé avec Angela Merkel sur les questions de l'islam. Je vous ai dit, j'ai écrit un livre pour elle. C'est elle qui m'avait commandé. Et donc, alors il y a eu ce premier contact, évidemment. Il y a eu une mobilisation en Allemagne autour de mon éditeur et puis le président de ce club qui donne le prix, le Friedenspreis. Et donc voilà, ça a commencé. Mais c'est tout, c'est un mouvement comme les autres. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai dit à ma femme, tu diras à ce capital qui remonte l'information au comité et à tout le monde, tout ce qui viendra de la France est considéré comme une concession et le gouvernement algérien n'y répondra jamais. Moi, donc c'était à votre initiative. Sur la méthode, il faut taper. J'étais prêt à accepter de rester encore 2-3 années. Hein. On ne cède pas sur les principes, on cède sur les méthodes, les considérations diverses et variées, mais on ne cède pas sur les principes. Et voilà. Et je crois qu'à partir de là, les deux gouvernements se sont mis en contact depuis très longtemps. Ils ont essayé de construire quelque chose qui apparaisse comme ouais, l'Allemagne arrive comme ça, mais en fait elle était dans la boucle depuis longtemps. Hein. J'ai une question. Connaissez-vous la Nièvre? Est-ce que tu connais la Nièvre? C'est pas loin d'Autun. Nous sommes ici pour témoigner de notre admiration. Je voulais simplement vous dire que dans un petit village de la Nièvre, tous les mois, nous vous rendons hommage. Bravo. Bravo, merci.
c'est le 22 à dire. Merci, merci. Eh bien, écoutez, vous saluez vos cohabitants, je ne sais pas comment, citoyens ou citoyennes, les assignés rois, je ne sais pas comment on les appelle, vous les saluerez. Un dernier mot.